Super. Ouais, enregistré en français pendant que... I can do it in English, I don't care. Mais on va peut-être pas faire ça aujourd'hui. L'an prochain, peut-être. Voilà, donc il y a toute une série de thématiques qui ont été traitées sur les différents territoires. Et cette année, j'ai recliqué vraiment sur cette page-là, parce qu'on est passé sur juste un clic dessus. C'est-à-dire que je les ai pris, les pages. Voilà. Super. Hop là, c'est tout bon. Donc, Ombré 1 a aussi donné naissance à cette plateforme Pergola qu'on retrouve en ligne qui, elle, a pour mission de recenser toutes les ressources techniques dans les DOM. Très important, je pèse les mots, j'ai ralenti même pour vous en parler, c'est très important, où on va avoir donc différents acteurs qui sont d'ores et déjà engagés, parce que c'est une plateforme dynamique, toutes les nouvelles études y sont publiées, tous les nouveaux rapports également. Donc, il y a des communautés, il y a des catégories de ressources, des espaces, différentes thématiques, il y a plein d'outils, des vidéos, des guides, des rapports, des partages de compétences. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous cherchez de la doc à jour, c'est sur Pergola que vous trouverez sur tout ce qui est thématique ultramarine. Et donc, Ombré 2, le retour, 2023-2025, on est reparti, on prend les mêmes, quasiment les mêmes acteurs, même territoire, sauf que cette fois Mayotte s'est joint à nous. Alors, je n'ai pas de nouvelles ces derniers temps-ci, ils vont pouvoir poursuivre leurs études, on l'espère en tout cas. Et donc, l'incubateur de projet, encore une fois, différentes thématiques ici qui sont encore traitées avec, encore une fois, on parle de la clim, on parle aussi, genre, je peux regarder, on parle du soleil apparemment. Et nous, en Guyane, à Foix, on va déployer 3 projets différents. Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, je peux. École durable tropicale, c'est la réplication d'un projet qui se tient depuis 3 ans à La Réunion et donc qui est pour la rénovation énergétique des écoles et la végétalisation des cours en concertation avec tous les usagers de l'école, mais au sens large, c'est-à-dire jusqu'au rectorat, etc. Donc l'idée, c'est d'impliquer vraiment tous les acteurs de l'école pour qu'elle change et que voilà, qu'il y ait une végétalisation. Et voilà. C'est ça, c'est école durable tropicale. Et l'école logique, alors là, on travaille sur des outils de programmation pour des écoles confortables aussi. Ça a trait à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Et on a également un troisième projet, donc Isorum, c'est isolation en région humide. Donc, on n'est pas là pour utiliser des rames, où la suite, du coup, au guide de l'an dernier de Ombré 1 sur l'isolation sous toiture, on s'est rendu compte que tout ce qui est condensation sous tôle n'avait jamais été vraiment étudié. Donc, on travaille avec le labo Piment, le BE Imagine, l'UMR Ecopop ici présent, sur justement, on va aller instrumenter des combles ici à Pau et à La Réunion, tous les parois verticales. Ensuite, on va les martyriser des isolants en chambre adiabatique pour après essayer de synthétiser ça dans un guide de pause, recommandation de pause avec ou sans par vapeur, avec ou sans par pluie, voir ce qui convient le mieux avec nos climats et nos différents usages. Et on repart également avec le REX, encore une fois, différentes thématiques par territoire. Donc, la Guadeloupe, pardon, sur l'habitat vernaculaire et les principes climatiques. Mayotte travaille sur l'inertie thermique. La Martinique sur la réhabilitation. La Réunion, toujours en avance sur tout le monde, ils sont embêtants, cela, sur les toits, sur les façades végétalisées. Et nous, on est sur un thème de lumière et protection solaire. On va avoir une série d'ateliers animés l'an prochain. On va essayer de faire des émulations sur cette thématique si ça vous intéresse, sur les réseaux. Hop là. Et donc, on arrive à notre sujet du jour. Je suis désolée, la qualité est médiocre, on ne va pas lire, mais les intervenants nous en parlé en détail. Donc, on va commencer par le bois. Donc là, Maëva, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Donc, Julie prendra sa partie et nous détaillera beaucoup mieux tout ce que je pourrais faire, tout ce qui est le projet Panthère et la fin de thèse de Maëva. Emma nous présentera également ses travaux. Et côté terre, donc malheureusement, Victoria n'a pas pu venir ce soir. Donc, c'est Lily à travers une vidéo qui nous parlera beaucoup de ses découvertes, qui vient de finir sa thèse également. Et donc, on va commencer par qui nous voulez. Emma, ça Julie. Julie, allez, c'est parti.
Voilà. Alors j'arrive, je vais te lancer ton diapo. Il n'est pas intégré. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, je crois que c'est celui-là. Quand tu veux. Bonjour à tous, donc, moi je suis Julie Bossuet, je suis chercheure CNRS, je suis chargée de recherche CNRS depuis 2021 dans l'unité Écofol. Donc moi je vais vous présenter rapidement une petite introduction sur le labo et ce qu'on y fait. Après je vais vous présenter des résultats de tests de Maeva et sur la construction bois-rond, et ensuite je vous présenterai un projet de recherche qui vise à développer des isolants à partir de ressources résiduelles. Vous n'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la présentation, c'est peut-être plus pratique. Donc, un petit mot, un petit mot sur l'unité. Donc, voilà, nous l'unité, c'est celle-ci, l'UMR qui existe depuis 2002. On est globalement un effectif de 75 personnes, la majorité à Kourou, un peu à Cayenne, un peu dans les Antilles aussi. Et donc, au sein de cette unité, qui travaille en général sur l'écosystème forestier, on a le dispositif des sciences du bois, qui est composé de 5 chercheurs, qui a été un petit peu vite pendant un temps, mais qui s'est regroupé. Donc, on est 5 permanents, plus 3 doctorants. Donc, nous, globalement, on travaille à la fois sur l'arbre vivant, donc sur le développement de l'arbre, comment est-ce que son développement va influencer les propriétés du bois, donc un petit peu plus en biologie. Et on travaille aussi sur le matériau, sur le bois comme matériau de construction, et sur des développements de matériaux à partir de molécules de fibres issues des ressources forestières. Donc, dans notre labo, nous, on fait un très résumé. On est souvent sur le terrain pour aller échantillonner, identifier nos arbres. On a un atelier bois, ce qui nous permet d'avoir une grande autonomie et de produire nous-mêmes nos échantillons. Et aussi nos petites structures expérimentales. Un labo de microscopie avec une collection de bois qu'on appelle une xylothèque, qui recense près de 450 espèces vienaises, qui sont toutes associées dans une base de données à des propriétés. Et puis, on a aussi un labo de mécanique, un labo de microbiologie, donc pour faire des essais thermiques champignons, et enfin un petit labo de chimie, puisque maintenant le labo de chimie, c'est un labo mutualisé entre plusieurs unités qui se trouvent ici à Montauban. Donc, au sein de notre unité, nous, on ne travaille pas en équipe, on travaille en axe thématique. Donc, moi, je suis responsable de cet axe qui est biodécouverte, usage et technologie. Et un des projets assez structurants de notre axe, c'est nouveau, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur les bois massifs pendant longtemps. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler sur des écomatériaux en interrogeant plusieurs choses, c'est-à-dire en valorisant des savoirs locaux, des savoirs qui existaient, qui existent plus ou qui ne sont pas suffisamment valorisés, en utilisant tout ce que l'on sait des sciences du bois, de la biologie végétale, et puis en travaillant aussi sur la bioraffinerie, c'est-à-dire déconstruire pour reconstruire la matière. Donc on va un peu d'usage traditionnel assez innovant. Et l'idée, c'est de développer toute une gamme d'écomatériaux qui sont locaux, mais en interrogeant toujours à la fois l'écologie, l'industrie et l'aspect socio-économique dans le développement des filières. Donc là, je vous présente déjà un premier projet qui est la thèse de Maeva, le roi, qui a été soutenue la semaine dernière sur la caractérisation des espèces de petits diamètres en bois rond pour la construction en Guyane. Donc nous, notre objectif, c'est toujours de diversifier les essences qu'on utilise, de diversifier les usages, et puis de diversifier aussi les échelles. Et il se trouve que les bois ronds, c'est une ressource très intéressante parce que si on fait un petit peu le bilan des tailles d'arbres, des pH, c'est le diamètre qu'on va avoir à hauteur de poitrine pour un arbre. Si on regarde un peu la distribution, on se rend compte qu'on a énormément de jeunes de tiges qui sont de très faible diamètre, tandis que le diamètre minimum d'exploitation de l'ONF se situe à 50 cm. Donc on a toute une gamme d'espèces qui sont non valorisées aujourd'hui parce qu'on ne valorise pas ce genre de diamètre-là. Donc l'idée de ce projet-là, c'était d'utiliser des arbres qui sont plutôt dans une gamme, on va dire, autour de 10 à 20 cm de diamètre,
ce qui est un petit peu ce format-là, pour la construction bois. Donc, qui existe déjà dans la construction amérindienne, dans la construction sarbacane. Mais l'objectif, c'était d'utiliser ces espèces-là. Pourquoi? Parce qu'aussi, dans cette strate-là des jeunes, des arbres de sous-bois, en fait, on a un maximum de diversité. Et on se retrouve avec un grand nombre d'espèces, des propriétés qui sont très, très différentes. Et l'objectif du Maïva, c'est de trouver des espèces qu'on trouve partout sur le territoire, qui ont de bonnes propriétés, qui pourraient nous permettre de faire de la construction. Donc voilà les trois grands axes de sa thèse. Donc il y a eu une première partie importante sur l'étude de la disponibilité de la ressource, une deuxième partie vraiment sciences du bois, technologie du matériau, et une troisième partie, puisque Maëva est architecte de formation, qui a été sur la conception de structures à partir de bois. Donc ici, je ne vais pas avoir le temps de bien détailler, mais ce qui a été fait, c'est un gros travail sur les bases de données qu'on a, nous, dans l'unité. Donc ici, vous voyez, c'est plein de parcelles, parcelles pour lesquelles on a le suivi de tous les arbres qui s'y trouvent depuis une quarantaine d'années. Donc ici, Maëva a fait un tri pour essayer de trouver des essences qui sont réparties à la fois sur la zone ouest, littorale, est et intérieure, donc on va retrouver partout. Des essences qui correspondent bien à cette gamme de diamètres qui nous intéresse et qui ne sont pas des arbres qui deviendront de gros arbres non concurrentiels, on va dire, avec un usage bois d'œuvre classique. Des arbres qui ne sont pas classés à la CITES, c'est-à-dire qui ne sont pas des espèces rares, mais qui ne sont pas des essences commerciales majoritaires principales. Et puis qui sont assez denses, bien qui ont une bonne distribution spatiale, mais qui ont aussi a priori de bonnes propriétés, puisqu'on connaît quand même certaines essences de nos bases de données. Donc à partir de ça, elle a sorti plusieurs espèces d'intérêt et puis elle est allée sur le terrain pour voir si effectivement on avait des arbres qui permettaient d'avoir des longueurs utiles d'intérêt. Parce qu'on peut avoir un arbre qui est très abondant, qui fait du bois rond, qui a priori a de bonnes propriétés, mais s'il est tortueux, qu'il a beaucoup de défauts, en fait on ne pourra pas l'utiliser. Donc ça, c'était une grosse partie de son terrain. En fait, elle est allée, pour toutes ces essences-là, calculer quelle était la longueur utile en fonction de l'identification de défauts. Donc on a toute une gamme on a toute une gamme en fait d'essences qui ont des longueurs utiles entre 5 et 10 mètres, ce qui est assez intéressant. Ce qui lui a permis au final, en faisant un premier filtre sur la répartition, un second sur les propriétés, densité, durabilité, et puis ensuite sur la morphologie, d'établir cette liste d'espèces-là, à laquelle elle est venue ajouter des essences aussi à croissance rapide, ou d'autres que l'on connaissait d'intérêt parce que très abondantes, ou avec de bonnes propriétés qu'on connaissait au laboratoire. Donc, elle a travaillé sur ces 8 essences-là. Et donc, ensuite, sur la deuxième partie de sa thèse, Maëva, elle a travaillé sur les propriétés technologiques des bois. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que le bois, c'est un matériau qui est orienté. Toutes les fibres, elles sont orientées dans le sens longitudinal. Il y a plein de vaisseaux, plein d'éléments, on va dire, anatomiques du bois, c'est-à-dire des cellules qui sont arrangées dans un certain arrangement qui fait que ce matériau-là est anisotrope. Les propriétés ne sont pas les mêmes dans tous les sens. Tout ça pour dire que c'est un matériau complexe. Mais dans tous les cas, quand on coupe une planche et qu'on la laisse sécher, elle va se déformer, comme vous voyez ici, assez facilement quand elle va sécher. Le problème, c'est que dans le bois rond, elle n'est pas libre de déformation et quand elle sèche, elle fissure. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Quel est l'effet de l'humidité sur la fissuration? Quel est l'effet de la fissuration sur la mécanique, etc., etc. Donc, ça a été tout un nouveau pan de recherche parce qu'on n'a jamais travaillé à cette échelle-là, à l'échelle du bois rond. Mais un des résultats principaux de la thèse de Maëva, qui est vraiment intéressant ici, c'est la mécanique exceptionnelle de ces bois ronds. Ici, je vais vous expliquer cette figure. Vous avez en gris derrière tous les points qu'on a, nous, dans notre base de données, tout ce que l'on sait des bois guyanais. Ils sont classés par densité, donc du plus léger ici au plus lourd. Et ici, vous avez le module d'élasticité, donc un équivalent de la rigidité du matériau. Donc on voit qu'en général, les bois légers sont peu rigides, les bois lourds sont assez rigides. Et donc, vous avez en gris les bois sciés dans le monde, en orange les bois sciés de Guyane. On voit que tous les bois ronds, à densité égale, sont beaucoup plus rigides. Donc on a une rigidité qui est très intéressante parce que ça permet de travailler avec moins de matière pour des propriétés mécaniques d'intérêt pour la construction. Ça, c'était un des premiers résultats d'intérêt de sa thèse. On continue à travailler sur cette question.
Ce que l'on imagine, c'est que en préservant en fait la morphologie initiale du bois, c'est-à-dire tel qu'il a été optimisé par l'arbre, on ne dégrade pas les fibres comme on le fait pour le sciage, ce qui fait qu'on a de meilleures propriétés mécaniques en flexion. Ça peut aussi venir d'autres choses, d'un autre point qu'on va étudier probablement dans une autre thèse, c'est que ces bois de sous-bois, ils ont une écologie particulière qui font, quand ils sont jeunes, ils font du bois très rigide. Donc, à la fois, on sélectionne des essences de bois rigides, et à la fois, le fait de les garder sous la forme de bois rond fait qu'on a des propriétés assez optimales. Ensuite, Maëva a travaillé sur la durabilité naturelle, donc durabilité avec des essais thermiques. Vous voyez ici, c'est des espèces de choix. Il y a toutes les espèces qu'elle a testées avec des termites à l'intérieur qui viennent grignoter des petits échantillons et on regarde quelle espèce est plus sensible qu'une autre. Des essais champignons. Et donc, sans détailler le tableau, voilà, elle a fait toute une classification pour des champignons européens, des champignons guyanais, des termites européens, pour essayer de classer les essences en identifiant en vert celles qui sont ici les plus durables, en bleu celles qui sont moyennement durables. Et pour représenter davantage ce qui peut se passer dans la réalité, puisque ces essais laboratoires sont toujours sur de petits éléments avec des conditions assez strictes, elle a aussi développé ce genre d'essais-là, qui sont des essais sur site, qui représentent un petit peu les conditions d'usage du bois rond, c'est-à-dire surélevé du sol et sous couvert, avec des essais en milieu forestier, des essais en milieu urbain. Donc ça a permis de se rendre compte que quand on passe à une échelle plus large, difficilement on colle aux essais laboratoires. Laboratoire, on va vraiment tester l'effet des fibres, la chimie du bois sur sa résistance à une attaque. Ici, on contrôle un peu moins les conditions et on s'est rendu compte que certaines essences qu'on jugeait non durables en laboratoire, finalement, sous couvert, sans contact avec le sol, on avait plutôt de bonnes propriétés. Et donc, ça lui a permis en fait de faire un tri entre les propriétés de fissuration, propriétés mécaniques, propriétés de durabilité au laboratoire comme sur le terrain. Ça a permis de faire un tri dans toutes ces espèces. Donc, il y a certaines essences qu'on avait utilisées quand même parce qu'on les avait retrouvées dans certaines constructions vernaculaires. On se rend compte que à la fois les propriétés mécaniques sont pas très bonnes et très fissibles, peu durables. Il y a d'autres essences qui peuvent être utilisées mais exclusivement en intérieur, d'autres qui sont une grande majorité par ailleurs, qu'on peut utiliser en intérieur ou en extérieur sous abri. Et puis, on a deux champions qui sont Hymenopus et Clebomorphus, Dicania alba particulièrement, qui lui est à la fois peu fissible, extrêmement rigide, résistant aux termites, résistant aux champignons et résistant aux termites guyanais. Ce qui est vraiment important. Parce que dans les essais, on teste toujours avec des termites tempérés. Ça marche assez bien, mais les termites guyanais, et là, on en parlera après, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, dans la dernière partie de cette thèse, Maëva a essayé de travailler sur des usages structurels innovants en Guyane. Et elle a travaillé sur deux choses différentes, soit sur des abris qu'on pourrait construire un petit peu très, très rapidement en forêt en identifiant les caméras avec des connecteurs pour se faire des abris temporaires, mais aussi elle a essayé avec un bureau d'études de dimensionner toute une structure en bois rond. Elle a fait un beau travail sur les différents types d'assemblage en fonction de la typologie des éléments du bâti. Et donc maintenant, ce que veut faire Maëva, donc elle a été lauréate de ce concours, le concours CIBIG, dans le concours de GBI, le concours Begin, qui lui a permis d'obtenir un prix pour essayer de faire une construction à l'échelle 1, pour faire un démonstrateur, à la fois pour sensibiliser un peu les gens à ce mode de construction-là, vernaculaire, mais avec des assemblages, on va dire, un peu plus contemporains. Et donc, voilà, logiquement, Maëva devrait poursuivre sur cette thématique-là. Si vous voulez, on peut déjà faire une pause ici pour des questions, si vous avez des questions sur cette partie. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de la densité à l'hectare en volume ou En nombre de tiges? nombre de tiges par rapport aux deux essences championnes et puis peut-être les 4 ou 5 acceptables? Ouais, alors Maëva elle est en train d'affiner les calculs parce que si on prend les calculs sur les bases de données existantes qu'on a, nous, les bases de données, les inventaires sont faits à partir de 10 cm. Donc en fait, on perd
une grosse partie qui est d'intérêt pour la construction bois. Parce que finalement, c'est tellement lourd, tellement rigide, que des tiges de 8, c'est super adapté. Donc ça, on ne les a pas dans les bases de données. Donc on a un projet ALT en ce moment qui s'intéresse à toute cette tranche-là, de 0 à 10 cm. Donc eux, sur le terrain, ils font un terrain assez fou de tracer des petits carrés de 1 mètre par 1 mètre et échantillonner tout ce qu'il y a dessus pour essayer de gonfler les bases de données pour nous donner cette réponse-là. Après, sur le terrain, on en croise quand même pas mal, mais de toute façon, on ne montera jamais à une densité extrêmement élevée, dans le sens où sur 1 hectare, il y a entre 150 et 300 espèces en général, pour cette gamme de diamètre un peu plus haute. Si tu intègres les petits, je pense qu'on va gonfler ce chiffre-là. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on a eue à la thèse de Maëva. Ces essences sont des essences de sous-bois. Donc c'est des essences à croissance lente. Donc, on ne peut pas imaginer une filière durable se développer à partir d'une espèce qui a une croissance lente, parce qu'elle n'a pas la régénération d'une espèce comme Angélique, n'est encore pas un super exemple, mais on n'aura pas une super régénération. Par contre, à chaque fois qu'on a des mutations d'usage de sol, qu'on a de la défriche, ou qu'on ouvre un transect, en fait, on en tombe énormément des bois qui pourraient être d'intérêt pour la construction. La grosse question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on parvient à extraire cette ressource-là et l'évacuer assez rapidement. Ce qu'on a l'habitude de faire dans la filière bois, c'est qu'on coupe le bois est laissé sur site pendant parfois 1 an, plus. Donc, les bois ronds de petit diamètre, quand même, il ne faut pas qu'ils restent posés sur le sol. Elle a fait un essai posé sur le sol qui montre bien qu'il ne faut pas faire ça indéfiniment. Donc ça, c'est toute la question avec l'ONF. Donc l'ONF a un projet de défriquement, c'est-à-dire qu'ils vont identifier les petites tiges à sortir avant de aller chercher les gros. On parlait de 5 ans. Mais ça, c'est à construire. J'ai une question qui est peut-être moins en rapport avec la thèse, mais est-ce que déjà les bois qui font entre 40 et 50 cm perdent beaucoup en résistance? Il y a des études qui ont été réalisées dessus. On perd beaucoup en résistance par rapport à ceux de 50 cm. C'est-à-dire qu'ils sont exploités par le NF, tu vois, par 50 cm. Pourquoi est-ce qu'on vient pas sur la 40-50? Et est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors, je suis désolée, j'ai pas compris. Est-ce que cette classe de 45 ans, voilà, juste avant le 50 cm, est-ce que là, les propriétés sont meilleures que pour les gros? Pas meilleures, mais est-ce que où est-ce qu'elles se situent? C'est kiff-kiff. En fait, il n'y a pas trop de différence. Okay. Parce que les essences qui sont utilisées à partir de 50 sont plutôt des essences type angélique. Ouais. Et ces essences-là, elles ont à peu près toute la même écologie. Là, on est vraiment c'est vraiment différent des essences de sous-bois. Ces essences-là, elles font des petites tiges qui viennent juste capter un petit peu de lumière, qui poussent très 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 lentement. Tandis que les essences qu'on a le goupil, le brillant, l'angélique, là, ils vont tout de suite chercher la lumière et c'est des essences qui sont assez homogènes quand même. En fait, entre 40 et 50, on n'a pas trop de différence. Donc ça, c'est à l'étude. Il y a plein d'essences qui sont très homogènes et d'autres, bagaces, typiquement, où on a des grosses différences de propriété du cœur à la moelle. Donc des fois, ça vaut la peine d'attendre un tout petit peu plus parce que les propriétés sont meilleures quand l'arbre est plus vieux. Donc, des fois, on a un gros gap de propriété justement de 40 à 50. Parce qu'on va avoir une plus grosse proportion de bois très dense, très lourd. Donc, on a quelques infos, parce que nous, on regarde comment évolue la densité de la moelle à l'écorce, ce qui nous permet de faire un peu une estimation de comment c'est dans le volume. Mais c'est fait pour trop peu d'espèces. Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir le scope avec là, on a travaillé sur les essences non commerciales qui vont finir avec 5 ans. Je pense au WAPA qui est quand même plutôt très présent dans la forêt lyonnaise et dont on sort que 500 mètres cubes par an. Donc, au moins, il est sous-valorisé. Ah oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher le WAPA qui... Alors, on ne l'a pas fait pour le WAPA, parce que comme le WAPA est très fissible, pour le bois rond, ce n'est pas très adapté. Ouais. Par contre, on a le goupil dans les 8 essences. Et le goupil, on l'utilise en bois d'œuvre aussi. Et comme il est très très abondant, finalement, prendre quelques petites tiges qui sont on va dire, des petits en devenir, c'est peut-être pas si embêtant que ça, c'est ce qu'on a testé. Donc, moi, je pense que c'est quand même une bonne solution parce que de toute façon, on exploite peu de tiges. Donc, il faut toujours penser qu'il y a quand même une grosse partie du volume non valorisé qui est le bois de défriche, donc on ne fait rien, tout est par terre, et c'est souvent des petits bois, c'est quand même 80%.
de tiges qui font moins de 28. Donc finalement, il y a quand même pas mal à faire. Parce que du coup, si on part là-dessus, si on part sur l'exploitation de ce type de bois à faible diamètre, Ouais. ça va bouleverser tout le fonctionnement de l'ONF aujourd'hui, qui est justement, il sélectionne entre 50 et 120. Et comment est-ce que ça marquerait pour le PFC? Est-ce qu'on reste sur le 5 tiges à l'hectare? Alors, bon, ça, c'est la grande discussion du moment. Parce que la charte d'exploitation à faible impact, c'est sur 1 hectare, de toute façon, je vais prélever 5 tiges. Mais ça a été fait à partir de résultats de recherche d'Ecofoc sur Paracoup, sur la même base, où on a regardé, du coup, quelle était la régénération naturelle de ces essences-là. Mais là, on n'est pas du tout sur les mêmes essences, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes prélevés non plus. Donc, il faudrait réfléchir à ça. Mais on a plutôt l'impression que c'est une ressource qui serait d'intérêt quand l'ONF vient et qu'il travaille sur une partie du DFP et que les transects sont tracés à tel endroit, bah, au lieu de tout tomber et laisser sur le côté, les petits bois, on pourrait les récupérer. Parce que le Licania, c'est celui qui marche le mieux. C'est celui qui marche le mieux sans traitement, sans rien du tout. Toute la gamme d'espèces qui était avant, elle est quand même durable quand elle n'est pas complètement exposée à la pluie. Un peu moins dense, mais en fait, il suffit de prendre des diamètres un tout petit peu plus gros. Donc, il y a quand même une grosse diversité de boirons qui peuvent être utilisés pour ces constructions-là. Donc, à mon avis, ce n'est pas une adaptation de la charte et aller prélever des boirons directement sur l'exploitation. C'est plutôt récupérer tous les boirons qu'on peut récupérer qui, sinon, n'ont pas de valorisation par ailleurs. Je me fais l'avocat du diable, mais du coup, l'ONF, ils vendent chaque tige qui sort. Mais du coup, ah oui, là, ce serait comment ils capitaliseraient sur ces boirons? Ben, de toute façon, ces boirons-là seraient vendus aussi. Mais c'est l'avantage des boirons. Disons que l'avantage. Moi, je pense que les boirons, on peut avoir une ressource qui est moins chère que le bois massif aujourd'hui, qui est très, très, très coûteux. Donc, c'est un peu l'avantage du boiron. C'est-à-dire il faut mettre moins de matière, on travaille moins, certainement c'est moins cher, parce que moins difficile à sortir. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour se dire que potentiellement, c'est une filière d'intérêt. Mais il y a une grosse discussion avec les institutions pour savoir comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette ressource-là si on l'a vu. Parce qu'aujourd'hui, les carbets traditionnels, en général, il y avait une thèse avant Maeva qui était une thèse en sciences humaines et sociales, où elle allait chez les Amérindiens pour comprendre quelles étaient les essences qui étaient utilisées dans leur carbet, et elle allait avec un botaniste dans la forêt à côté pour qu'il lui identifie et que nous, on associe l'espèce que nous, on connaît dans le milieu scientifique. Et en fait, tous les boirons qui étaient utilisés, ce n'étaient pas des boirons avec des espèces précises. Ils utilisent des boirons disponibles à côté de leur carbet. Et en fait, ils ont une telle connaissance de la ressource qu'eux utilisent des boirons, et ceux qui savent être moins durables, ils les mettent dans des zones qui peuvent changer. Donc, moi, je pense que beaucoup de boirons peuvent être utilisés. Mais il faut qu'on réfléchisse davantage à quelle est la régénération naturelle de ces essences-là, comment elles sont très très abondantes, mais quand elles poussent lentement, il faut aussi penser à ça. Donc maintenant, on va avoir une nouvelle thèse qui va être plus sur l'écologie des essences de bois. Vous dites, de toute façon, c'est quand on va défricher un terrain, Ouais. c'est pas la même on n'a rien de bas, si c'est un terrain privé, vous avez une autorisation. Là, ça serait reconnaître les arbres, les couper, et puis là, les extraire pour les valoriser. Tout à fait. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est plus axé sur les essences très, très abondantes. Parce qu'en fait, elles sont partout et qu'elles ne sont pas très difficiles à reconnaître. Donc, l'idée était même, à un moment donné, d'avoir un espèce de guide qui nous permet d'avoir des clés d'identification locales pour pouvoir, si je suis sur mon terrain, parce qu'il y a de plus en plus de gens, quand même, qui ont cette démarche-là, hein, qui nous demandent, nous, comment je fais pour identifier sur la parcelle que j'ai pris tous les arbres d'intérêt. Donc, avoir un guide qui permet de dire ça, c'est tous les boirons utilisables dans telle condition, telle condition. Ça, c'est des bois d'œuvre qu'on peut couper ou mettre en contact avec le sol. Avoir un guide comme ça, chaque personne qui veut valoriser sa défriche, je pense que c'est important. Et quand on a fait le salon de l'agriculture, c'était tout le temps la question. C'était tout le temps la requête des gens qui avaient un terrain et qui nous demandaient comment faire et est-ce qu'on pouvait passer chez eux. Du coup, tu publies quand, le guide? Ben, ça, je sais pas, ça pourrait faire partie de ce que fait Maëva ensuite. Maëva, elle vient de finir. Donc, elle aimerait bien avancer sur le développement de ça. Donc, et comme elle est naturaliste de base, Maëva, les aspects
les aspects écologiques et être sûr que l'espèce qu'elle identifie est viable pour une production durable, ça lui importe beaucoup. On va avoir enfin, il y a un point, c'est bien la thèse de Maïva, elle a répondu à plein de questions, on a suscité encore 1000 fois plus. Sur l'aspect, bon, la rentabilité économique, il y aura le modèle, on va passer. Et sur le bois qu'elle utilise, c'est finalement pas du structurel. Donc, qu'elle fait, c'est du structurel, c'est pas du sable. Donc, on va tomber sur les problèmes d'assurabilité, donc de normalisation. Et là, on est parti pour 10 ans un certain temps, C'est de sûr. caractérisation, de normalisation. Et donc, c'est ça. Mais La structure, on a enfin eu 5 de plus le mois dernier. ouais, Ça porte de 10 à 15, ou 40 ans. ça c'est sûr. J'ai 40 ans au pif. Si on développe de nouvelles choses, on n'a pas le choix que Ouais, d'être ouais. patient pour ce genre de choses-là. Sinon, on reste sur de la construction 100% génie. Et là, est-ce qu'on est resté sur des diamètres de 8 à 10? Voilà, elle, sa thèse, elle l'a fait entre 10 et 12 plutôt, Ouais. mais finalement, 8 aurait suffi. Parce que vraiment, les propriétés mécaniques qu'on a, pour vous donner une idée, là, si je reprends cette courbe-là, ouais, quand on se situe déjà entre 20 et 25 000, c'est les essences type angélique, Wakapou, qu'on connaît. Donc on est dans cette tranche-là. Donc là, il y avait des essences qui dépassaient les 30 GPH. Ça, c'est vraiment un peu commun. Donc en plus, nous, quand on a poussé le temps, on s'est dit, il va y avoir de l'année. C'est sûr. Donc on l'a refait, on l'a recalculé, on a tout refait plusieurs fois. On a fait vérifier ça par nos collègues mécaniciens de Montpellier pour être vraiment sûr. Et effectivement, c'est le cas. Et les sections plus fines? Et les sections plus fines, on n'a pas testé. Parce que je pense que c'est vrai que quand on regarde la construction actuelle, ça va être compliqué de commencer à faire la structure au poids et le bois. Mais il y a plein d'habillages en bois, de façades, de feuilles. Ouais. On pourrait servir un petit peu. Après, Plus il simple, peut y peut-être avoir ça, aussi intéressant, des structures, pour faire brisoler, des tout ça. structures treillis avec des petits éléments qui sont connectés les uns aux autres pour faire des structures un peu grande portée. Il y a une grande partie de la thèse de Maïva aussi qui est là-dessus. Je me disais comment utiliser des petites sections Il y a des très très petits. qu'on pourrait mettre en habillage comme ça pour faire brisoler tout ça. Mais Parce que là, ça serait peut-être plus simple à utiliser. Ça serait ni structurel, ni rien du tout. Tu n'as pas de pression d'étanchéité. C'est juste de la protection solaire. C'est un peu affecté par la et tout. Mais ça, pour le coup, c'est plus dans nos focus d'éco-projet. Nous, on est uniquement sur la construction. Mais la construction se structure. Alors après, ça existe, hein, de toute façon, des tressages golettes pour faire des brises soleil. Ça fonctionne, hein. Problème, quoi. L'avantage, c'est d'avoir une nouvelle base de données qui nous permet de savoir quelle essence est durable et ne l'est pas. Parce que quand même, c'est un petit peu le point névralgique, c'est-à-dire que si mon essence, de toute façon, est appétente pour les termites ou si elle est vraiment grignotée très fort par les champignons, c'est moins intéressant que... Alors après, on peut traiter, ça avec moi, on va en parler juste après. Mais là, pour ce type d'application-là, on cherchait déjà des voies durables. Et quand on parle de durabilité, c'est combien? C'est la fourchette de temps, c'est quoi? Alors, 20, nous, 30, 40? c'est pas une durabilité, on parle pas de durabilité du bâtiment dans le temps, c'est la durabilité naturelle qu'on représente par une perte de masse de notre échantillon dans un essai, c'est-à-dire on classifie en fait nos échantillons en plusieurs classes. Ouais. Voilà, donc on a différentes classes, donc de 1 à très durable à 5 non durables. Ça, c'est des classifications des normes pour la caractérisation du bois. Et ça permet pas vraiment d'avoir une idée de combien de temps dure mon bâtiment. Parce que ce qu'on a vu dans ces types d'essais-là, c'est que les attaques de termites, c'est très opportuniste. En général, on a attaque de termites et ensuite on va avoir des champignons. Il y a des choses qui sont quand même non contrôlables. Mais on sait que quand on met un bois qui est de classe 1, s'il est toxique pour les termites et les champignons, de toute façon, on connaît le bois capot, on sait que de toute façon, il va tenir très très longtemps en même temps.
Voilà, donc avant, on a eu beaucoup de projets pour essayer de remplacer l'angélique, pour essayer de montrer qu'il y avait d'autres essences qui avaient des propriétés équivalentes. Et bah, c'est grâce à ça qu'on utilise depuis plusieurs années, par exemple, le grillon. Donc ça, on poursuit ce travail-là, notamment sur les Mao. Donc les Mao, c'est une classe vernaculaire dans laquelle il y a plein d'espèces. On dit Mao quand on voit là, parce qu'en fait, on a du mal à les identifier. Mais au sein des Mao, on va avoir jusqu'à 5, 6, 7 espèces. Et dans ces espèces-là, on n'a pas encore assez de connaissances pour dire c'est plutôt celle-ci qu'il faut prendre qu'une autre. Alors que c'est très, très, très abondant, les Mao. Ça fait partie des essences les plus abondantes avec les Mao. Donc là, on a un projet où on travaille avec les identifications GOTA sur les Mao et on associe des propriétés technologiques. Et avec le centre technique, on fait des essais normés pour essayer de les faire rentrer dans les essences majoritaires commerciales. Et j'ai une autre question, est-ce que vous voyez quoi? L'idée de faire des plantations d'arbres? Alors oui, ouais. Alors les plantations d'arbres, il y a eu des essais dans les années 80. Il y a eu beaucoup de parcelles de plantées, proches des parcelles expérimentales qu'on a, nous c'est entre Sinnamary et Kourou. Donc il y a beaucoup d'essences qui ont été plantées à ce moment-là. Après, il y a eu un moment où il y a eu un manque de financement et les plantations, il faut que ce soit suivi très très régulièrement. Il y a eu un petit trou à ce moment-là. Donc en fait, il y a eu un projet en 2016, Foresticulture, qui est retourné chercher ces essences-là pour comparer les propriétés de plantation aux voies de forêt naturelle, qui a permis déjà de classer des essences qui se comportent bien en plantation. Parce qu'en fait, tout ne fonctionne pas en plantation. L'angélique, par exemple, n'a pas bien fonctionné en plantation dans les conditions où c'était fait. Parce que les angéliques et la majorité des arbres ne poussent pas en milieu ouvert comme ça si facilement. Les bois canons, ça peut le faire très bien, mais il y a plein d'essences de sous-bois qui ne sont pas adaptés à ça. Donc, du coup, comme ils ne sont pas adaptés à ça, ils produisent un bois un peu bizarre qui n'a pas l'habitude de bois. Et l'angélique ne faisait pas de duramélie, par exemple. Donc, on a coupé des arbres très très gros où il y avait un tout petit noyau de bois de cœur. Donc maintenant, il y a d'autres techniques qui visent à se passer un peu là. C'est-à-dire, le bois de cœur se développe quand l'arbre a besoin de se défendre. Donc, les angéliques, on coupait les branches, on les étêtait, on attendait une année ou deux, et là, durable. Donc, il y a plein de petites techniques comme ça, mais ça, c'est très espèce à espèce. Et après, les préférences des espèces pour des sols, c'est assez complexe aussi. Donc, il y a eu Foresticulture qui a repris ce jeu de données-là pour tirer les espèces d'intérêt. Moi, j'ai fait ma thèse sur les espèces de plantation potentielles aussi. Donc, on a eu un projet, ensuite, on a mis en plantation localement du cèdre-sam, bagasse. C'était les deux essences locales qui fonctionnent bien pour ça. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux traiter quelle essence sur quelle partie de mon terrain. Parce qu'en fait, il y a des essences qui sont assez sensibles aux fluctuations du sol. Donc là, on a un nouveau projet qui s'appelle Sylvienne, qui vient d'être accepté au FEDER. Donc, dans ce projet-là, il y a une étude du sol. Ensuite, on décide où est-ce qu'on plante. Et ensuite, on fait une plantation qui est mixte, avec des essences dessous qui vont venir stimuler par compétition en fait, la croissance des gros. Ils se battent pour la lumière et du coup, ils montent un peu plus haut. Ensuite, on va couper cela pour valoriser les essences qu'on a envie d'avoir en bois d'œuvre pour la suite. Donc, ça progresse, mais alors là, c'est long aussi la plantation. On a du retard, quoi. On a du retard, mais ça ne veut pas dire qu'il faut. Il y a des connaissances au Brésil, Le Brésil, il plante principalement du pin, de l'eucalyptus dans le sud du Brésil. Hein. Donc, je sais pas, oui, il y a des connaissances sur leurs ressources. Eux, c'est des clones d'eucalyptus bien sélectionnés qui sont souvent en plantation monospécifique. Ils commencent à avoir ils ont des grosses parcelles du côté de Sao Paulo qui sont mélangées. Donc, ils commencent à faire de la plantation mixte. Mais du coup, ils en sont un peu relaxés. Si ce n'est qu'ils ont des aires de répétition. Forcément. Ouais, je me dépêche. Donc, voilà pour les bancs. Mais tout ça pour vous dire que sur une parcelle, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher, par exemple, l'angélique, celle qu'on connaît très bien, pour faire du sillage, faire de la construction. Donc, c'est une espèce qu'on appelle les espèces majoritaires commerciales principales. Si on va chercher d'autres essences, par exemple comme les wapa, les mao, on peut diversifier davantage et arrêter cette pression sur l'angélique qui commence à être problématique. Et donc, l'intérêt serait aussi d'utiliser des bois ronds de petit diamètre pour faire d'autres types de constructions
voire même de prendre des essences qui sont non durables pour faire un traitement chimique. Là, je ne veux pas spoiler la présentation qui suit, et voilà, elle vous en parlera. Donc voilà un peu tout l'objectif des recherches qu'on mène au laboratoire sur la partie matérielle. Et tous ces usages-là vont générer pas mal de résidus, donc des résidus de coupe, des résidus de transformation qui ne sont pas valorisés aujourd'hui. Donc on a une nouvelle thématique qui est essayer de développer des matériaux à partir des résidus. Donc je fais vite, mais donc ça c'est un projet que je coordonne qui s'appelle le projet Panthère, panneau thermique à partir de ressources résiduelles de Guyane. Et donc l'objectif général de ce projet-là, c'est de répondre à cette question. Est-ce que les panneaux d'isolation de bois, c'est une filière d'avenir pour la Guyane? Question complexe parce qu'on parle un peu de rien. Et donc, il y a vraiment un volet techno, c'est-à-dire savoir quelles essences je sélectionne, comment je les mets, avec des moyens qu'on a voulu low-tech qui peuvent être implémentés rapidement. Le but, c'est pas de faire un matériau, une biotechnologie qui marche super bien, mais qu'on ne saura pas faire en Guyane. Il y a tout un volet écologique qui est sur l'impact des filières, comment est-ce qu'on peut améliorer les voies de fabrication pour avoir des voies plus vertes, et puis un volet économique, là, le marché, l'habilité du produit, une modélisation de bioéconomie avec une thèse en fait, qui se trouve sur chacun de ces volets. Donc les grandes questions auxquelles on essaie de répondre, c'est ça, quelles sont les ressources clés? Parce qu'en fait, nous, on connaît très bien les propriétés du bois à l'échelle massive, mais quand on passe à l'échelle de la ville, on n'a aucune base de données qui nous permettent de savoir si ces propriétés elles sont maintenues. Est-ce qu'on peut mettre en place un procédé, notamment de fractionnement, qui soit low-tech? Ça, je vais vous en reparler. Et quelles sont les performances de nos matériaux en milieu tropical? Donc, on essaye vraiment de produire avec des fibres guyanaises, avec un moyen de production qui peut être mis en place ici, et pour une utilisation dans le bâti en ville. Donc ça, c'est toutes les essences qu'on teste dans ce projet-là. Donc on a 3 classes de ressources. Donc les ressources qui sont déjà exploitées par la filière, qui vont générer des connexes industriels, donc des résidus de rempotage, des sciures, des éléments de coupe, des essences de futures plantations qui sont dans nos projets, donc notamment Bagasse ou encore Simaruba, et puis des essences à croissance rapide, comme le bois canon, le yamadou, qui sont absolument pas valorisés aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que comme la Guyane, on a des espèces très variées, on a des vitesses de croissance qui sont très très différentes, de la plus lente à la plus rapide ici, des densités de bois aussi très faibles jusqu'à très très importantes, et du coup on a des bois colorés avec des extractifs, des bois blancs, donc ça nous donne aussi une gamme très variée d'essences pour répondre aux questions de recherche fondamentale aussi. Donc ça fait 12 modalités de bois, et on a essayé de les tester, soit le bois tout seul, soit broyé avec l'écorce, ce qui change un peu. Voici un peu le mode de préparation. Donc on va chercher des arbres, on les boit, et, voilà tout ce qu'on peut obtenir ici, ce qui montre que pour un même procédé, en fonction du bois, on n'a vraiment pas les mêmes fractions. Et ça, c'est aussi très important qu'on avance là-dessus, qu'on comprenne mieux comment la densité, la chimie, la physique du bois peut influencer cette étape de fractionnement pour avoir une granulométrie contrôlée, ce qui est très important pour les panneaux. Et donc, on a travaillé avec 2 modes de fractionnement. Un fractionnement mécanique, globalement, c'est un broyeur classique, où ici, on avait, voilà, vous avez un peu la répartition de taille des fils une fois brut et après fractionnement avec ici, vous voyez la cible, on voit que le pic de nos courbes correspond plus ou moins à la cible. Donc on avait des tailles adaptées, mais beaucoup de poussière, donc c'est un peu embêtant pour le procédé. Donc on a aussi utilisé un défibrage thermovapeur, qui est un défibrage classique en fer de papier. Donc ici on est sur un procédé qui fait qu'on a des fibres de moins bonne qualité, mais par contre ça c'est très peu coûteux, c'est assez implémentable en Guyane. Ici on a des fibres très qualitatives, c'est beaucoup plus moutonneux si vous voulez, ça s'agrège beaucoup mieux. Et, par contre c'est coûteux et c'est difficile à mettre en place. Voilà comment on fait. Donc, on a ce qu'on appelle des ouvreuses, qui sont des carmes. On a des roues avec des piles qui viennent mélanger les fibres. Et par vibration naturelle entre les fibres, en fait, au bout d'un moment, on arrive à créer des matelas de type plat. Et on met les matelas les uns sur les autres. On ouvre de nouveau. Et ensuite, on vient ajouter quand même 5% de longues fibres synthétiques pour faire de la cohésion, mais plutôt sur des dimensions un peu plus importantes.
Ça, c'est la première étape. Et voilà, ce que l'on fait, nous, dans le projet, c'est on a toute une étude qui est sur les fibres, toute une étude de propriété sur les panneaux, dans un cadre de conditions tropicales humides, avec une étude de l'impact environnemental et du potentiel socio-économique des panneaux. Et donc, une première étape, c'est de se dire, oui, on ne sait pas quelles sont les conditions qui sont subies par des panneaux. Donc, on a toute une partie du projet qui a visé à instrumenter des petits capteurs comme ça, les sous-toitures, pour regarder un peu comment varie la température, l'humidité, ce qui nous a permis de faire des modèles en fait, de saison sèche. Et ces modèles de saison sèche et de saison humide, ensuite, on les a utilisés en laboratoire dans des enceintes climatiques pour tester nos échantillons. Donc là, sans rentrer dans le détail, mais vous voyez, on a une enceinte climatique avec nos panneaux. Ici, on a deux caméras. On fait ce qu'on appelle de la stéréocorrélation, c'est-à-dire on va prendre une image comme ça de notre panneau. Là, on va simuler nos modèles de saison sèche et de saison humide et on va regarder comment se déforment nos panneaux. Donc, on va regarder quelle est la quantité d'eau qu'ils prennent et comment ils se déforment. Donc, par exemple, on va glace, ici en rouge, c'est les zones qui se sont déformées. On voit que globalement, ça ne s'est pas trop déformé. Ici en bleu, à l'inverse du Yayamadou qui s'est énormément déformé. Donc ça nous permet d'avoir des suivis d'évolution comme ça, de masse, de jour, entre le jour et la nuit, donc gonflement, variation de masse. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu les études un peu plus précises qu'on fait sur ces matériaux-là. Et on est passé à une échelle industrielle en essayant de tester les fibres guyanaises chez l'industriel Soprema Pavatex, qui est un des principaux producteurs de laine de bois. Où ici, on a fait plusieurs types de matériaux, donc des matériaux type laine de bois et d'autres un petit peu plus denses, qu'on utilise par exemple en sous-toiture. Et donc, pour ce type de matériau, on peut utiliser une bonne gamme de fibres, mais par contre, sur un procédé de type industriel comme chez eux, en fait, on peut utiliser que les fibres qui sont défibrées par voie thermovapeur. C'est vraiment un procédé qui est très coûteux, mais ça nous donne quand même, ça va nous donner, parce qu'on n'a pas encore les résultats des propriétés, ça nous donne un peu une idée de ce qu'on peut obtenir comme propriété, on va dire vraiment optimale pour cette ressource-là, en comparaison d'un matériau qu'on peut faire en Guyane qui est plus simple, avec peut-être des propriétés moins, mais plus facile à mettre en œuvre. Dernier point, on va installer au laboratoire, nous on se situe ici, à Kourou, à l'entrée de Kourou. Donc, on a un labo avec plusieurs bâtiments, vous voyez là, et donc on va construire deux petites constructions modèles qui vont toutes être équipées des isolants avec des capteurs et qui vont être suivis sur toute une année pour voir vraiment dans des conditions réelles qu'est-ce qu'on gagne sur l'économie de climatisation et aussi comment se comportent les panneaux en termes de durabilité. Globalement, dans ce projet, on a un modèle technologique. Ce qu'on veut faire, c'est avoir un petit outil qui me permet de dire mes fibres, elles ont telle propriété, quel type de panneau je vais obtenir derrière, ou alors je veux faire tel type de panneau, quel type de fibre j'utilise. Donc, un petit outil en ligne qui est en train d'être développé. On a un modèle environnemental pour faire l'analyse du cycle de vie de ces matériaux-là, et puis un modèle de bioéconomie. Donc, comme je vous l'ai dit, avec une thèse sur chaque volet. Donc, ça, c'est un projet qui a commencé en 2023 et qui va se terminer en 2027. Donc, on imagine avoir en 2027 ce qu'on appelle un livre des connaissances, c'est-à-dire que toute l'information, elle est réunie, vulgarisée et disponible pour tous sur un portail web où on peut aller fouiller, regarder quels sont les procédés, quels sont les fibres utilisés, quelles sont les propriétés des panneaux qu'on a dessus. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la partie panneau? On a le temps de questions. C'est surtout pour l'isolation, c'est pour l'isolation thermique. C'est pour l'isolation vraiment sous tôle et sur le faux plafond. C'est un peu ça. Un liant comment ils sont assemblés? C'est bien un liant ou c'est Entre les panneaux? Vous voulez dire? dans le panneau. Eh ben, le panneau, on va dire que c'est l'auto-adhésion des fibres avec ce procédé de carbone. Et on met 5% de fibres composées polypropylène, polyéthylène dedans, qui sont des fibres assez longues en fait, où la gaine fond et se colle aux fibres, et l'âme elle reste intacte, et comme ça elle permet de faire des grands panneaux. Parce que sinon ça peut se casser quand même assez facile. C'est résistant en termes d'acoustique de manière équivalente à d'autres matériaux. Acoustique, on n'a pas du tout testé, mais ça va être proche des propriétés acoustiques de la laine de bois, donc c'est plutôt bien. Après, on n'a pas testé ce volet-là, on pourra peut-être le faire sur la suite. Ouais.
J'imagine que ça devrait aller. C'est plus la durabilité qui peut être un problème. Ouais. Parce que les termites sont capables de manger du bois qui fait une densité proche de 0,8. Donc, quand on a déjà tout fractionné pour elles, pour eux, c'est un termite qui fait environ pareil. Donc, ouais, c'est plus ça la question, quoi. Quand on passe à l'échelle fibre, on s'est rendu compte qu'en fait, on a des propriétés très contrastées pour nos bois. Mais quand on passe en fibre et en panneau, on voit moins l'effet espèce. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, en fait, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sélectionner une essence particulièrement, mais qu'on peut faire un mélange de résidus et juste en travaillant le procédé, avoir les propriétés qui nous intéressent. Donc là, au début, on a testé plein de modalités différentes parce que nous, il faut qu'on réponde à des questions de quel est l'effet de la mécanique sur ça, quel est l'effet de la chimie sur ça, donc il faut qu'on travaille à essence pure. Et là, on est dans une phase où on a réuni plein de connexes de scierie, tout mélangé pour faire des panneaux mixtes. Et donc, ici, toutes les autres propriétés thermiques, mécaniques, c'est pas trop le problème. Mais voilà, la durabilité, c'est quand même important, surtout pour ces matériaux-là. Et après, en termes de thermique, on arrive à avoir des propriétés qui sont assez proches, en fait, des laines de bois stéco classiques. Mais ce qui n'est pas documenté, c'est qu'en fait, la majorité des isolants, quand on a leur conductivité thermique, c'est une conductivité thermique dans des conditions tropiques. Donc, on n'est pas si bien que ça. Il y a peu d'études sur quelle est la conductivité thermique de la laine de roche quand il est 95% d'humidité relative. Et donc, en fait, la laine de roche, elle a de très bonnes propriétés, mais sous les tropiques, pas toujours. Et donc, ça, c'est intéressant de comparer nos matériaux vraiment dans des humidités très fortes et des humidités classiques, métropole ou milieu de journée, saison sèche. Pour qu'on puisse voir si nos matériaux, parce que peut-être que nos matériaux sont moins bons, mais ils vont peut-être prendre moins de déformation et moins de variations de conductivité thermique avec l'eau que d'autres matériaux. Donc ça, on essaye de répondre à cette question-là. C'est pas encore. On aura des résultats là-dessus, je pense, l'an prochain, parce qu'on a déjà lancé des essais là-dessus. Donc, on stabilise nos panneaux à différentes humidités, puis on teste la thermique, le feu, la méca. J'essaie de regarder tout ça. C'est pas le sujet de la thèse, mais est-ce qu'on est loin de pouvoir faire des panneaux simplement de remplissage, faire des murs? En remplissage, en plus. Tu veux dire en vrac? Non, en vrac, en isolation. panneau autoportant, Panneau type contreplaqué, du coup, mais plus épais. plus épais. Faire du remplissage mur, véritablement. Ouais. Permettre devant un enduit ou autre chose. En fait, tu as plein de façons de faire des panneaux. Donc, les panneaux qui sont des panneaux plus larges et structurels, en général, c'est des panneaux coupés collés. Donc, c'est ça que tu parles? Ouais, ça, mais bon, moi je voyais avec le broyage plus grand, machin, donc une grande mise d'appartement, et en genre, ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est possible, mais on commence là-dessus. On va commencer là-dessus pour la fibre tropicale, sur le projet qu'on va commencer. En fait, c'est là qu'on va commencer à faire du thermopressage et voir comment ça marche. Il y avait une thèse sur le collage du bois qui avait bien fonctionné, mais la filière bois avait considéré que ce n'était pas viable, parce qu'en fait, eux, ils s'étaient inspirés de, par exemple, une grosse usine de production de collage, et quels étaient les volumes critiques en amont qu'il fallait pour que ça ce soit viable, et donc ils avaient décidé qu'ils n'avaient pas assez de ressources en Guyane pour faire ça. Mais il faut repenser un peu les unités de production ici. Parce que de la même façon, on ne fera pas une unité Socomar Podatex en Guyane, c'est impossible. Et autre question, là, tu parlais que tu récupérais tous les connexes de Syrie, qu'on récupère tout avec l'aubier, tout, les écorces, on voit tout. Alors, donc on mélange tout, mais généralement, les résidus qui fonctionnent bien, c'est tout ce qui est résidus de coupe ou résidus de rabotage. Parce que la sciure, c'est déjà un peu trop fin pour faire des panneaux de fibres comme ça. Les sciures, c'est bien pour faire du MDF, des panneaux de particules. C'est plus sur le duramel, parce que quand ils commencent à couper la grume, ils enlèvent les. Ouais, ils enlèvent les côtés. Alors nous, pour le moment, on n'a pas trop pris l'aubier, mais en fait, il y en a quand même, parce que dans les arbres qu'on a broyés intégralement, bah, tu as l'écorce, tu as l'aubier, tu as tout. Hein. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait d'avoir du duramel durable, mais mélangé avec tout le reste, fait que le total que l'ensemble est durable ou non? Ça, c'est une question. Mais on a vu que pour certaines essences, le fait d'avoir de l'aubier et de l'écorce en plus dedans,
n'impactait pas tant que ça notre durabilité finale. Parce que du coup, la durabilité, elle dépend beaucoup de la structuration du panneau aussi, pas que de la chimie des fibres. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'il faut jouer aussi. Donc, à l'avenir, on aimerait faire des panneaux sandwich avec des couches extérieures avec nos fibres qui résistent bien au feu, qui sont très durables, qui sont assez résistantes à l'eau, une lame plutôt avec le tout venant, et des matériaux comme ça qui feraient une barrière pour tout type d'agresseurs biologiques. Vous avez travaillé, pensé à lier non pas avec du thermocollage avec des fibres longues en plastique, hein, mais avec des mycéliums. Pour le moment, on n'a pas du tout travaillé sur de la colle biosourcée, parce que de base, on voulait identifier quelles étaient les ressources qui étaient bien pour l'isolation. Donc, on est obligé de travailler à toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avoir au moins un process qui est proche du process panneau pour qu'on puisse comparer à un panneau Steco et qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait de mettre des fibres guyanaises à la place de fibres tempérées. Donc, on en est là. C'est le premier projet sur les panneaux. Donc, celui-là, on a pris un certain, on va dire, un certain nombre de vues, mais il y a beaucoup de questions qui sont levées dans ce projet-là. Une dernière question, ou après, de toute façon, là, je vais inviter Emma à intervenir et par la suite, il y aura une petite collation. Donc, si vous voulez poursuivre vos échanges avec les intervenants, vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous, je m'appelle Emma Fini et je suis doctorante du dispositif des sciences du bois à Kourou avec Julie, qui est mon doctorante. Et moi, à travers mes recherches, je montre qu'il est possible d'utiliser les essences sensibles et de les rendre plus durables en utilisant des molécules de texture de scierie. Donc, comme a dit Julie, il y a un besoin pour la filière de faire de plus diversifier, puisqu'il y a que 3 essences qui représentent 60% de bois PPP. Et donc, on n'arrive pas à répondre à la forte demande en logement, qui est encore par la croissance démographique qui est élevée en Guyane. Et donc l'idée, c'est de trouver d'autres essences qui peuvent être utilisées dans le futur. Donc moi, j'interviens et j'essaie de montrer qu'il est possible d'utiliser les essences sensibles, donc les bois blancs. Les bois blancs, c'est des essences qui n'ont pas de durée, donc elles sont entièrement claires et elles sont très peu résistantes face aux pathogènes. Elles sont vraiment dégradées. Et elles ne peuvent pas être utilisées en Guyane puisqu'elles sont trop peu résistantes. Nos travaux de recherche se concentrent sur le yaya montagne, qui est une essence abondante. Elle est classée 11e des essences de Guyane. Elle détient une croissance rapide, elle a de bonnes propriétés mécaniques, elle est peu dense, donc là ça nous permet aussi d'alléger les structures en Guyane, et elle est facilement imprégnable. Donc, on s'imagine qu'on va facilement pouvoir traiter cette essence. Alors, l'idée du traitement, on ne va pas partir sur un traitement qui est commercial avec des molécules pétrosourcées. Là, on part avant un traitement qui est inspiré des arbres, puisque certaines espèces arrivent à se protéger naturellement des ravageurs. Comme ici, le bopo, il crée au niveau de son bois de cœur des molécules qui vont avoir un rôle insecticide ou un rôle fongicide. Donc ici, vous avez la partie oblique qui est la partie vivante de l'arbre. Généralement, les réserves, sucrées de l'arbre qui sont stockées. Là, c'est vraiment très intéressant pour les ravageurs. Et ensuite, ici, au niveau de cette zone-là, il va transformer ces sucres en molécules
avec des propriétés ici, ça, c'est cette partie-là qui généralement intéresse les scieurs, parce que c'est cette partie qui est résistante. Donc, dans ces bois-là, on va trouver tout un tas de molécules chimiques qui ont différentes structures et qui sont réparties dans différentes familles chimiques. Donc, par exemple, vous avez le terpène, c'est quand tout le monde en a senti. En fait, généralement, l'odeur des bois provient des terpènes, qui sont en fait des molécules volatiles. Vous avez des polyphénols qui sont des molécules avec une activité insecticide. Et il y en a pas mal. Donc l'idée, nous, c'est de ajouter ces molécules dans le yayamagi. Et en fait, c'est une solution qui est intéressante puisque à l'heure actuelle, il y a de nombreuses régulations qui sont en train d'être mises en place. Par exemple, l'Europe, elle a créé une régulation qui limite la mise à disposition sur le marché des substances actives et de produits biocides présentant des risques pour la santé humaine et l'environnement. Il y a vraiment un intérêt pour développer ce genre de traitement qui est anti-cancer. Et sinon, ici, c'est le type de molécules qui sont utilisées dans les traitements commerciaux et qui sont d'origine pétrosourcée et qui posent énormément de dégâts pour la santé humaine et pour les remplacer. Les résidus de bois sont en fait une ressource abondante justement en ce type de molécules. Généralement, lorsqu'on va transformer le bois, on va avoir à peu près environ 30% qui va être utilisé en construction et on aura 70% de pertes. Ça dépend des essences, parce qu'il y a des essences où on va avoir beaucoup plus de pertes que prévu. Par exemple, le wakapu, qui a un tronc qui est cannelé. Donc, lorsqu'on va débiter des planches, on va générer énormément de déchets. Donc, en Guyane, on va avoir énormément de déchets qui, en fait, demandent une valorisation. Donc, on a qui est très important en Guyane, qui est la valorisation énergétique. On peut aussi valoriser en matériaux. Et aussi, on va pouvoir faire de la chimie verte, extraire les molécules qui nous intéressent pour l'industrie. Et ce qui est intéressant dans cette valorisation, c'est qu'on peut, les propos qui ont été extraits, on peut les renvoyer à la filière bois et énergie ou alors à la filière matériaux. En Guyane et surtout en Amazonie, les déchets de bois, c'est vraiment une ressource abondante en molécules, puisque ici, on est dans les arbres en fait sont soumis à des conditions très hostiles, une forte humidité et une forte température. Et donc, ils sont obligés de créer on va dire une grande quantité de molécules et des molécules avec des propriétés qui sont très dociles, très dociles, très insecticides. Et donc, on s'imagine que, en fait, dans les bois tropicaux, on récupère beaucoup plus de molécules qui nous intéressent que, par exemple, dans les bois complets. Mais alors, quelle espèce choisir? On sait qu'en Guyane, on a quand même 1800 espèces d'arbres qu'il faut choisir. Et là, nous, on a défini 3 critères. Il faudrait que l'espèce elle soit abondante, qu'elle ait une durabilité élevée et un rendement en extrait élevé. Donc, pour cela, on a fait un dossier graphique. Et vous avez en Y l'abondance de l'espèce, donc c'est le volume exploité en 2020. En X, sa durabilité, donc plus les essences sont à gauche, plus elles sont durables, plus elles sont à droite, moins en dessous. Et enfin, la taille des cercles en fait, traduit le rendement en extrait. Exemple de l'angélique. Donc là, c'est, vous savez, mais c'est l'espèce la plus exploitée en Guyane. Elle est très durable, mais il y a un bémol, c'est qu'elle a peu d'extrait. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour une valorisation chimique, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, pour cette espèce-là, on peut faire du bois énergie ou alors la transformer en matériau. Par contre, le wakapu, ça c'est une espèce qui fait partie des essences les plus exploitées en Guyane. Et dans quelques années, elle sera plus exploitée. Elle est très durable et on obtient des hauts rendements. Et donc, c'est une essence phare pour la valorisation chimique. Et donc là, nous, au laboratoire, on a fait un focus sur cette espèce. Et donc, on a décidé d'utiliser celle-ci pour en fait imprimer le bois.
Comment on À a fait? côté, il y avait le WAPA et le Linux. Oui, ouais, en fait, il y a d'autres espèces qui peuvent être intéressantes. Et en fait, là, c'est vraiment l'idée de ma thèse où je vais explorer en fait plus d'espèces et on peut avoir une cartographie qui nous permettra de dire quelle espèce peut être intéressante. Et donc, ça, c'est ce que je vais un petit peu travailler. Alors, comment on a fait? On a récupéré donc, des connexes de Wakapou en Syrie. On les a macérés à température ambiante dans un solvant qui est l'acétate-d'éthyle, donc c'est un solvant vert, qui nous permet d'extraire le molécule qui nous intéresse. Donc, c'est une extraction qui est très simple, hein, on met vraiment une fibre dans un solvant. Ensuite, on évapore le solvant, on obtient nos extraits de Wakapou sous forme sodique. Et enfin, on met en solution et on va pouvoir imprégner nos bois blancs sous l'eau, qui nous permet en fait d'avoir un traitement qui est à cœur de la pièce de bois. On s'est demandé est-ce que le traitement est efficace, et pour ça, on a fait des tests de couverture de sol, des tests d'activité antifongique sur une couche tropicale et des tests d'activité antithermique. Pour les tests de couverture du sol, on a imprégné des petites plaquettes de bois et on les a mis dans des bacs de terre. Et on les a laissés pendant 120 jours. On a mesuré toutes les semaines la perte de masse. On a obtenu un graphique comme celui-ci. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le traitement, il a permis de diminuer la perte de masse, d'augmenter la durabilité du Yamadou. Et en plus de ça, il est comparable à un traitement qui est commercial. On a dit super chouette, c'est super cool, ça marche, en plus c'est comparable à un traitement commercial. On a quand même voulu Comment vous l'avez vu que c'était équivalent à tout simplement, on a imprégné une solution commerciale aux échantillons de Yamadou. Et on a fait les mêmes tests que les échantillons qu'on a imprimés. Vraiment, vous n'avez pas encore assez de recul sur le temps pour savoir en combien de temps c'est. Oui, ouais. C'est ça justement, je vais en venir. Je pense qu'au final, sur les autres essais, en fait, on a vu que c'était pas du tout comparable. Ok, d'accord. Là, on a des tests qui n'étaient pas contrôlés. Donc, c'est des bacs où on ne sait pas la quantité de champignons et c'est très variable d'un bac à l'autre. Donc, forcément, il y a des variabilités. Et en plus de ça, si on continue le test, peut-être qu'on va toujours voir une différence entre les traitements. Mais c'est quand même un essai normé. Et c'est l'essai normé qui permet de caractériser l'efficacité des traitements. Donc, le traitement commercial, son efficacité, elle est caractérisée par rapport à cette valeur. Je sais que par exemple, il y a déjà des études préalables qui permettent de dire que ça reste une équivalence entre le commercial et le. Disons que tout traitement commercial, il a dû passer par ce test pour qu'on connaisse quelle est son efficacité. Ouais. Donc, on a fait le même test avec Merci. Et après, ça, c'est des tests qui sont plus destinés à montrer qu'une licence peut être utilisée en classe 4. Et nous, pour le Girola, c'est pas une classe qui nous intéresse, nous, ça serait plus un usage d'un type charpente. Donc, on vise plus une classe 2. D'accord. Donc, on est parti sur d'autres tests qui, eux, vraiment nous permettent de mesurer la vraie durabilité. Et donc, ici, c'est vraiment des tests contrôlés. On va mettre nos échantillons de bois directement sur une souche tropicale. Donc là, c'est un beau champignon orange. On l'a laissé pendant 2 mois se proliférer et grignoter nos échantillons de bois. Et on a pu, après, mesurer la perte de masse. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a quand même une différence entre les échantillons et non traités, donc 10% à peu près. Et là, c'est là qu'on a vu que, en fait, c'était pas comparable en traitement commercial. Donc, en fait, on a encore besoin d'améliorer notre traitement pour atteindre, en fait, la même efficacité. On a réalisé aussi des tests thermiques. Donc là, on a utilisé des tests des thermites de bois sec qui grignotaient des bois une humidité entre 12 à 15%. Et c'est généralement des thermites qui vont vraiment causer des fluides dans les maisons, dans les immeubles chiantes. Et donc, on trouvait ça intéressant de mesurer l'efficacité du traitement avec ces thermites-là. Comme on a mis nos échantillons au contact de ces thermites-là, on les a laissés pendant 4 semaines, ensuite on a mesuré pareil la perte de masse. Et là, on a pu voir qu'on a bien diminué, donc on a divisé par 4 notre perte de masse. Et un résultat intéressant, c'est qu'on a mesuré le taux de survie des ouvriers à la fin du traitement.
Ça, c'est on compte le nombre de termites qui sont encore vivants à la fin du test. Et on a pu voir que, en fait, il n'y a pas une différence entre notre traitement n'est pas biocide, il va être plus répulsif. On ne peut pas y aller. C'est intéressant. Et pour conclure, pour ce projet de recherche, on a montré que le traitement il a pu augmenter la classe du VMA2. C'est cool de pouvoir montrer ça. En plus de ça, on a montré que ce traitement-là, il avait un caractère plutôt répulsif que biocide. Mais il nous reste des améliorations à faire pour en fait, être un peu près comparable à un traitement commercial et augmenter en fait, la classe d'utilisation en charpente. Donc, soit on augmente la concentration principale active, soit on augmente la quantité de solutions qui est dans le bois, ou alors on modifie la formulation, puisqu'en fait on a vu lors de ces essais-là que lorsqu'on a solurisé les extraits pour la solution, ben, en fait, il y avait des amas de molécules. Et on s'imagine que en fait, ces molécules, elles arrivent jusqu'au cœur du bois. Ben, c'est plus difficile si elles sont plus grosses que si elles sont petites. Et on a fait les tests. Là, on est en train de formuler une nouvelle formulation qui est sous forme d'émulsion, donc avec de l'huile. Alors que celle que je vous ai montrée, c'était une formation avec de l'eau et d'éthanol. L'éthanol, c'est aussi un solvant qui est cher. Donc là, on se dit pourquoi pas utiliser de l'eau et de l'huile pour faire une régulation et ça marche plutôt pas mal pour soluniser les extraits de l'eau. Et là, j'en viens à ma thèse qui va voilà, explorer la diversité chimique et aussi l'activité biologique de 40 espèces de lianes. Là, on va pouvoir avoir vraiment un visuel des espèces qui vont être intéressantes pour une valorisation chimique pour les traitements de prédation. On va définir pareil les trois critères. On va pouvoir sélectionner ces trois critères. Et ensuite, on va formuler des traitements de préservation, donc là, plus sous forme d'émulsion qui a l'air de fonctionner. Et ensuite, on va imprimer les bois et on va essayer aussi d'améliorer les conditions d'imprimation. Là, on va acheter une nouvelle pompe qui nous permettre d'imprimer beaucoup plus de bois. Donc, ça va aussi améliorer la durabilité. On va ici. Merci. Et du coup, là, vous pourriez essayer avec le bois et le mouvement, c'est ça parce que toi, ils ont aussi des meilleurs départements par rapport à on peut faire un biologique par exemple. On peut faire des mix, ouais. On est en train de développer là au labo des émulsions donc, avec les extraits de papou et avec des extraits de bois. Et en fait, les extraits de bois, ils vont avoir un rôle de tensioactif qui nous permet de mélanger l'eau et l'eau. Donc là, ça nous intéresse beaucoup dans notre formulation. Et on a pu voir sur des petits tests thermiques que en fait, le bois, lorsqu'on l'ajoute, il va avoir un caractère lucide. Donc, ça ajoute en fait à notre traitement un caractère lucide et répulsif. Donc, on imagine que notre durabilité, c'est mieux. On a changé des espaces. Et du coup, quand on va traiter ce bois-là, ça sera quoi? Ça va être en cube de tout central? Alors, oui, soit c'est dans des grosses autoclaves. Donc là, on va mettre un traitement speed qui va permettre d'abord, dans un premier temps, d'enlever l'air des parois. Donc, ça va laisser la place à la solution. Ensuite, on ajoute la solution. On laisse la température ambiante, donc ça va pousser la solution jusqu'à l'intérieur du bois. Donc ça, voilà, c'est des autoclaves. Ça se fait très très bien en métropole, mais ici, je ne sais pas si ça va être applicable. Et ensuite, on peut imaginer aussi peut-être un traitement de surface, mais peut-être qu'on ne va pas atteindre les mêmes efficacités. Parce qu'il faut quand même imprimer une grosse épaisseur de solution pour que ça soit résistant. J'avais fait des petits tests où j'avais juste imprimé un petit peu la surface du bois et j'ai soumis les termites et bah, ça a troué. Hein. Les termites, je pense qu'il y en a, elles se sont dit bon, bah, je vais grignoter, je vais mourir. Et les autres, après, elles sont rentrées dans le trou et elles ont grignoté tout l'intérieur. Voilà, c'est un sacrifice. Et du coup, il n'y a pas d'autoclave? On en avait une avant. Ah, Et oui, l'autoclave, ça marche bien. Il y a plein de bois qui sont bien imprégnables. C'est Cyril, non? Non, les Cyril, non.
C'est un protocole qui est assez complexe, pour le coup. Pas plus. Non, non, ça va. Et après, faut considérer que tous les bois blancs qu'on apporte, nous, on va essayer de c'est un timing avec des techniques proches, mais avec des produits commerciaux. Faut bien préciser un peu, parce que c'est ce qu'on a. Merci beaucoup, Emma. Et donc, pour finir les présentations, je vais vous passer une petite vidéo du coup de Lily Walter, pardon. Docteur Lily Walter, qui a du coup terminé sa thèse le mois dernier. Voilà, ici. En ligne, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, toujours. Est-ce que là, vous voyez bien la page de Lily? Oui, Eh bien, super. oui, oui, c'est bon pour moi. On est parti. Bonjour à tous, donc je suis très triste de ne pas être parmi vous, j'espère que tout se passe bien, j'en doute pas trop. Donc moi, je m'appelle Lily Walter, je viens de passer ma thèse il y a moins d'un mois. Donc j'ai réalisé à l'Université de Guyane sur un projet porté par l'ADEME et le campus des métiers. Donc ce projet a visé à développer un nouveau matériau de construction à partir de sols tropicaux et de matières végétales. Aujourd'hui, je vais vous parler en spécificité de l'utilisation des coproduits de scierie. Donc le contexte guyanais, je pense que vous le connaissez tous, donc c'est la forte croissance démographique qui demande environ 4800 logements par an. Donc c'est colossal. Pour répondre à cette demande, on utilise principalement en fait des blocs de béton creux, plus de 9 constructions sur 10. Or, donc ces blocs, comment est-ce qu'ils sont formulés? Ils sont formulés par un mélange de sable, de granulats et de ciment. Le problème, c'est que le ciment, donc c'est en fait du calcaire qu'on vient chauffer à plus de 1400 degrés. Donc déjà, il n'y a pas de calcaire en Guyane, donc et donc, en fait, cette matière calcinée, elle est directement importée de Colombie, ce qui augmente fortement l'empreinte environnementale du bâtiment et économique. Donc, on a besoin d'une alternative locale. Et donc, pour cela, il y a un engouement en fait, qui est mondial vers les matières géosourcées. Donc, c'est par exemple du sol qui peut être directement extrait en carrière ou bien en chantier ou bien en carrière. Et aussi donc les matières biosourcées comme les coproduits agricoles ou comme les coproduits sylvicoles, bah, typiquement les copeaux de bois ou la sciure. Donc, pour cela, une alternative locale est la construction en terre, qu'on appelle aussi construction en terre crue. On utilise du sol inorganique, c'est-à-dire sous la partie végétale, et on vient formuler un matériau qui est principalement donc composé de sol à plus de 95%, et on vient donc le mélanger avec de l'eau de différentes manières, et c'est après le séchage, donc quand l'eau a fini de s'évaporer, que le matériau gagne en fait sa résistance mécanique et peut être utilisé donc pour faire des murs porteurs. On utilise aussi des matières végétales, généralement pour augmenter la durabilité ou certaines propriétés mécaniques, mais en faible quantité. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne ce matériau? C'est donc en fait des minéraux de différentes tailles. On a les graviers, les sables, les limons qui sont tous maintenus dans une matrice argileuse. Donc, les argiles, ce sont en fait les particules les plus fines de la Terre. Il y a deux différents types de minéraux. On a les phyllosilicates et les oxydes. Donc, les phyllosilicates, c'est typiquement la kaolinite. Qui a des particularités, c'est de porter des charges négatives sur les grandes faces basales et des charges variables, c'est-à-dire soit positives soit négatives, sur les bords. Les oxydes, eux, portent uniquement des charges variables. Et donc, en fait, c'est ces charges et la grande surface spécifique de ces minéraux. C'est quoi surface spécifique? Ça veut dire on a une grande surface pour un petit volume. Et c'est ça qui va donner, en fait, les propriétés de cohésion de ces minéraux. La résistance à la compression des matériaux en terre, qui est un peu l'élément clé pour pouvoir construire. On cherche donc les normes exigent en fait des résistances à la compression supérieures à 2 mégapascales.
Donc elles sont dues en fait à différents facteurs. Déjà, c'est l'empilement granulaire, donc comment la granulométrie, quelle est la proportion de ces différents graviers, sables et argiles. La microstructure, donc comment les argiles vont venir maintenir ensemble ces grains plus grossiers. Et donc cela s'effectue par des forces capillaires. En fait, ce sont des joints d'eau parce que l'eau vient s'étaler sur la surface de ces argiles qui sont hydrophiles et donc qui viennent faire des joints d'eau dont la résistance va dépendre en fait vraiment des propriétés de ces argiles, donc notamment les charges, les ions en solution. Donc c'est vraiment une alternative durable, les matériaux en terre. Il y a environ 10% de la population mondiale qui vit encore dans ces constructions, qui ont certes connu un grand déclin après l'arrivée en fait du béton de ciment et de sa simplicité et de sa durabilité. Donc on retrouve ces constructions un peu partout dans le monde et notamment sous tous les types de climats, comme même s'il n'y a pas de traduction en Guyane, on retrouve ça aussi dans d'autres conditions en climat tropical humide. Donc là par exemple on a un exemple en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ou bien par exemple là au Yémen ou en Chine. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré la grande variabilité des sols au niveau mondial, par exemple les sols des climats tempérés, ils vont être caractérisés par des argiles, donc des phyllosilicates notamment de différentes structures et qui ont différentes propriétés. Par exemple les kaolinites, les ilites et les montmorillonites. Les montmorillonites, par exemple, elles ont des capacités gonflantes. Là où les sols tropicaux, donc dans toute la zone intertropicale, va être, elle, composée plutôt uniquement d'un seul type de phyllosilicate, la kaolinite, mais par contre avec beaucoup d'oxyde de fer et d'aluminium qui vont leur donner donc différentes propriétés, mais pourtant qui permettent toujours en fait de faire des matériaux en terre avec des résistances mécaniques et des propriétés intéressantes. Il existe de nombreuses techniques de mise en forme. Donc les techniques traditionnelles qu'on retrouve encore le plus, comme par exemple le pisé, où on vient compacter de la terre en différentes couches, ou les adobes, où on vient donc mouler de la terre dans des moules avant donc de les utiliser comme des éléments de maçonnerie. Le problème de ces techniques, bien qu'elles ont montré leur durabilité, c'est qu'elles sont chronophages et laborieuses et qu'aujourd'hui, elles répondent peu en fait aux exigences de l'industrie de la construction. Par contre, des constructions plus industrialisables ont vu le jour, notamment peut-être celle qui est la plus utilisée et qui est notamment réalisée en Guyane, ce sont les briques de terre compressées. On vient en fait compresser mécaniquement de la terre, de l'eau et du ciment pour faire donc des blocs qui sont ensuite utilisés en maçonnerie. Le problème étant, c'est que l'utilisation du ciment augmente les coûts, elle réduit aussi la recyclabilité et même certaines propriétés de confort hygrothermique des matériaux, et du coup qui ne sont pas forcément très intéressantes. La terre coulée est une technique qui est très récente, qui date de ces 10 dernières années et qui est intéressante, donc que moi j'ai étudié particulièrement donc, dans mes travaux de thèse. Donc, pourquoi la terre coulée elle est assez intéressante? C'est parce qu'elle va utiliser les mêmes techniques en fait que le béton de ciment classique. On va venir mélanger en fait nos composants par exemple dans un camion toupie. Ensuite, on va venir faire des essais de consistance en utilisant les essais classiques comme les essais d'étalement. On peut ensuite venir vibrer donc cette terre qui a une consistance donc presque liquide, et on peut ensuite donc démouler le mur donc comme on va le faire pour du béton de ciment classique. Il y a deux défis technologiques en fait à réussir à maîtriser. C'est à la fois la fluidification et la solidification, donc qui doit être assez rapide pour répondre toujours aux exigences de l'industrie de la construction. Donc pour comprendre comment on réalise ça, donc il faut se rappeler que ce que je vous ai expliqué sur les phyllosilicates, ils portent des charges positives et négatives, donc en fonction du pH. Généralement, on est dans des pH en dessous de 8, et du coup, dans ce cas-là, on va avoir des charges positives et négatives, et donc on va avoir des espèces de châteaux de cartes qui vont piéger des molécules d'eau.
Et donc, en fait, si on ajoute certains produits, notamment des produits chimiques qu'on appelle les dispersants, ceux-ci vont pouvoir s'absorber sur les bords de ces phyllosilicates, les repousser et donc libérer l'eau et permettre ainsi de fluidifier le matériau sans pour autant ajouter de l'eau qui serait détrimentale en fait pour les performances futures du matériau. Ensuite, on ajoute un stabilisant, typiquement du ciment, qui va pouvoir en fait réagir progressivement avec l'eau, la consommer et ainsi donc solidifier le matériau et permettre donc de enlever de décoffrer le matériau. Le problème, c'est toujours l'impact environnemental, pas forcément intéressant. Mais récemment, il y a des études de Yidou, de l'ETH de Zurich, qui a montré qu'en utilisant des tanins, qui ont peut-être été un peu explicités par Emma juste avant, en fait, c'est des extractifs de bois qui sont aussi intéressantes parce qu'on peut les extraire uniquement à l'eau, en faisant juste chauffer des copeaux de bois ou de la cire de bois dans de l'eau. Et donc ces tanins, si on modifie le pH, ça va en fait modifier la structure de la molécule et ça va lui donner la capacité de venir s'absorber pareil en fait sur les bords des folliosilicates et de les repousser, donc d'entraîner cette fluidification. Donc ensuite, Ido a montré que si on rajoute des oxydes de fer, les oxydes de fer peuvent réagir en fait avec les tanins, former ce qu'on appelle des tanates de fer et donc solidifier ainsi le matériau et de faire donc en fait un peu le même process qu'on fait avec dispersants chimiques et ciment, mais cette fois-ci donc d'une manière un peu plus naturelle. Et donc la question qu'on s'est posée donc pendant ma thèse, c'est étant donné que les sols tropicaux ils sont déjà riches en oxyde de fer et d'aluminium, est-ce que si on ajoute uniquement des tanins et qu'on fait varier le pH, on pourrait avoir cette fluidification ensuite donc suivie d'une solidification donc due à cette réaction chimique entre les tanins et les oxydes de fer et ou d'aluminium. Donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est que d'abord on a étudié des tanins importés, comme par exemple des tanins de châtaignier, et on a utilisé différentes bases, comme donc une base c'est pour élever le pH, comme l'hydroxyde de sodium ou le carbonate de sodium qui a un intérêt environnemental plus intéressant. On a essayé ça avec différents types de sols. L'intérêt c'était de voir est-ce que ça fonctionne avec des sols qui ont différents taux d'oxyde de fer et d'aluminium, où il faut forcément des sols avec beaucoup d'oxyde. Voilà, c'est un peu les questions qu'on s'est posées. On a essayé de voir donc est-ce qu'on arrivait à fluidifier le matériau donc pour pouvoir le couler et ensuite à le solidifier pour donc pouvoir permettre ce décoffrage. On a fait notamment un essai assez parlant où on vient donc en fait couler une grande éprouvette de 22 cm de haut et on vient la démouler à 24 heures, ajouter des poids pour voir un peu la résistance mécanique à 24 heures. On a testé en fait de nombreux dosages. On a essayé aussi de réduire la teneur en eau pour ainsi améliorer les performances du matériau. On a vérifié en fait s'il y avait une réaction chimique avec des essais assez simples à l'infrarouge qui nous permettent de voir si on avait un pic ou non, s'il y avait eu la formation de ces tanates de fer et ainsi la solidification. Enfin, on a testé différentes sciures, donc sciures qu'on est allé récupérer à la scierie de Kourou, donc sur des essences locales. L'intérêt, c'était de voir est-ce que s'il y a des essences locales où on peut simplement venir extraire ces tanins en faisant une simple extraction à l'eau. Donc, ce qui consistait en fait juste à faire bouillir de la sciure à un certain dosage et ensuite donc de récupérer une poudre pour l'utiliser comme des tanins qu'on avait importés. Donc pour les résultats, ce qu'on a observé, c'était donc que nos alliances en fait tanins à pH élevé, que ce soit avec du carbonate de sodium ou de l'hydroxyde de sodium, ont systématiquement permis d'avoir ce côté fluidification, solidification, si on venait à chaque fois déterminer le bon dosage qui allait dépendre à la fois du type de tanin, mais aussi donc du type de sol, de sa granulométrie et de sa présence en oxyde de fer et d'aluminium. L'important c'est d'arriver à avoir une solution, donc une solution où on a juste donc l'eau et les tanins qu'on va ensuite mélanger avec la terre, qui a un pH aux alentours de 6-7.
Et par contre, le dosage, donc la quantité totale de tanin en masse, elle allait vraiment dépendre de la granulométrie et des oxydes de fer. En fait, plus on a un sol fin, donc plus on a d'argile, plus forcément on a besoin d'ajouter beaucoup de tanin pour fluidifier. Et pareil, si on a beaucoup d'oxydes de fer et d'aluminium, il y a besoin de rajouter encore plus en fait de tanin. La solidification, donc elle a aussi eu lieu et elle dépendait donc pas seulement en fait de la quantité d'oxyde de fer et d'aluminium, mais aussi de la quantité qu'on avait réussi à réduire de la teneur en eau. Et donc cela, ça allait être en fait plus facile sur des sols qui avaient moins d'oxyde de fer et d'aluminium. Donc en fait, on a réussi à avoir des solidifications qui pouvaient être assez comparables, pourtant pour des sols qui allaient donc comprendre plus ou moins d'oxyde de fer et d'aluminium. Cependant, en fait, à 24 heures, donc là où on a fait notre test, où on est venu empiler nos masses, on a vu qu'on n'avait pas une résistance mécanique suffisante pour pouvoir démouler un grand mur de 3 mètres de haut. Donc il faut donc en fait continuer à faire des tests, peut-être changer la formulation, le type de tanin, etc. Nous, on a quand même fait pas des tests préliminaires, mais je pense que, enfin, il y a de nombreuses autres adaptations qu'on pourrait faire pour réussir, ou simplement accepter qu'on démoule en plus de temps, ça pourrait être une bonne solution. On a observé aussi donc cette apparition de tannate de fer sur nos différents types de sols. Enfin, on s'est intéressé donc à une essence locale qui a bien fonctionné, qui est le WAPA, donc on connaît aussi sous le nom d'Eperura grandiflora. Donc c'était la sciure que j'ai pu récupérer en Syrie et qui est intéressante déjà parce qu'elle a un gros taux d'extractible. Donc on peut récupérer beaucoup de tanins comparé à des essences comme j'ai pu tester comme le Wakapu, comme l'angélique qui n'avait pas forcément beaucoup d'extractible dans les tests à l'eau. Et donc, ça a vraiment très bien fonctionné, en fait, beaucoup plus que nos essences importées. Et donc, on a vraiment observé, donc là, il y a des images que le stagiaire a pu montrer, où on voit qu'on a une belle fluidification en ajoutant quelques pourcents donc, de ces tanins dans le sol. Donc, pour conclure, on a pu montrer donc que notre hypothèse d'utiliser uniquement des tanins à pH élevé avec des sols tropicaux pour faire tout le process de la terre coulée, donc fluidification, solidification, il paraissait assez prometteur et donc qui mérite vraiment d'être maintenant investigué plus en profondeur et surtout d'être pris en main maintenant par les acteurs de la construction et notamment ceux qui font déjà du béton de ciment classique parce que donc ils pourraient réutiliser beaucoup de leurs équipements. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans les quelques entreprises qui arrivent à faire ça en Europe. Donc il y a bien sûr des développements à faire. On pourrait penser par exemple à rajouter d'autres oxydes de fer, par exemple en prenant euh, rien qu'en venant concasser de la roche très ferreuse qu'on a beaucoup en Guyane, ça pour en fait augmenter notre résistance à 24 heures ou comme je l'ai déjà dit, démouler en un peu plus de temps. Donc nous, en termes scientifiques, il y a énormément de développement à faire. C'est qu'en fait, on a des sols qui comprennent plein de types d'oxydes différents, que ce soit les oxydes d'aluminium, de fer, mais qui comprennent elles aussi une grande diversité. Et donc, il faudrait d'essayer de comprendre un peu les mécanismes qui régissent tout ça. Et il y a aussi forcément d'autres molécules qu'on a pu extraire, nous, de notre sciure ou même qui avaient directement contenu dans ces tanins importés qui jouent aussi sur cette solidification, cette fluidification qui mérite d'être investiguée plus en profondeur. Donc juste pour un mot de la fin, donc le WAPA, il a montré son intérêt. En plus, on a pu tester différents types de WAPA à différents moments. Et donc ça a l'air d'être ça fonctionnait quand même vraiment bien pour un process qui a l'air assez simple. Il y a même Brique de Guyane qui s'est intéressé, qui a fait des tests avec le WAPA après la publication de nos résultats et qui montre que ça a l'air de bien fonctionner. Donc c'est vraiment des process qui sont intéressants pour l'avenir, mais qui méritent en fait qu'on y mette l'énergie et l'argent nécessaires pour avoir la possibilité d'avoir ce type de développement, de développer des vrais matériaux locaux pour la Guyane. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me trouver très simplement. Déjà, mes collègues peuvent vous donner mon contact ou bien sur les réseaux comme LinkedIn.
ou quoi que ce soit. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai été relativement claire. En tout cas, je vous souhaite aussi d'écouter attentivement mon autre collègue qui va vous raconter des choses passionnantes. À bientôt. Et voilà, c'était Émilie. C'est intéressant, c'est vrai on a commencé quelques tests. Là, on va aller plus loin, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réalisation de mur qu'on peut. C'est le temps de solidification qui est vraiment problématique déjà dans un premier temps. Mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose, c'est surprenant. Comme une observation, c'est que ça a besoin de beaucoup d'oxygène, parce que sur la partie supérieure, la partie qui est au contact éclair, c'est pas la même chose. Au début, je pensais que ça remontait. Un test qu'on va pas tarder à faire, j'ai demandé pour M. Chantin, c'était de faire également en rajoutant une compression dessus, voir si j'ai un effet différent. J'ai vu une publication, je sais plus, dans le titre, un pays de l'Est, où pour bloquer la répartition du tanin en complément, ça empêche ensuite de rebouger. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment travailler presque, comme quand on fait les BTC, on travaille presque à sec. Parce que l'eau, ça ne se compose pas. Et là, quand je vois les difficultés de séchage, pour info, je vais voir pour reprendre l'intensif pour poursuivre les travaux là-dessus. Parce que nos Ryan devait le faire, puis ils ont jeté l'éponge. Après, ils ont essayé de faire un mur, ils ont décoffré en 24 heures. Faut aller chercher une petite cuillère. Enfin bref, c'est en cours pour voir ça. Ouais, mais il y a une voie. Alors après, elle n'a pas parlé de l'autre partie, parce qu'en fait, elle a fait plusieurs publications et une dont on n'a pas parlé, qui est sur un truc sur lequel on travaille nous aussi, on sait déjà avant, c'est justement les mycéliums. Là, parce que d'avoir une résistance en compression qui tienne bien sur la terre, c'est bien. Ensuite, il faut que ce soit stable à l'eau. Et c'est deux choses potentiellement très différentes. Et comme de dire que j'ai du bois, la résistance mécanique, c'est très bien, mais s'il ne tient pas les différentes pestes, ça ne sert à rien. Et donc là, l'idée, c'est il y a des mycéliums, je ne sais pas si vous êtes tous, qui sont hydrophobes. Et donc, il suffit de leur donner à manger à l'intérieur du mélange. Et ils ont tendance à se développer naturellement, parce que si je mets du tanin, il doit y avoir de quoi donner à manger aux champignons. Et on a constaté, nous aussi, que si on ne fait rien, et que si notamment, on va mélanger aussi avec du bois canon, en l'occurrence, de l'amidon de bois canon, je ne sais pas si l'amidon, mais type de bois canon dedans, automatiquement, le truc, c'est qu'un tas de champignons, tant qu'il n'a pas tout bouffé, un tas de champignons, et que ça, c'est hydrophobe. Et donc, ça peut permettre de stabiliser avec en tout cas, je sais pas si, je pense en masse, je ne peux pas dire, je n'ai pas de test, pas constaté, puis je ne sais pas, je suis pas scientifique, mais que ça pourrait faire un hydrofuge de masse ou que ça amène quelque chose d'autre. Bon, voilà, on va avancer là-dessus. Et c'est effectivement très prometteur. Et c'est l'occasion, moi je peux aider là-dessus depuis quelques temps, de faire passer, quand on veut changer des habitudes, il faut garder le geste de l'artisan. Là, faire passer les bétonneux au développement durable, chez vous. Mais si vous dites, bah ouais, non, mais tu gardes tes banches, c'est plus l'artisan, tu gardes tout ton système, c'est la même chose. Tu mets autre chose à la place dedans qui est juste fun et pas juste détruire la planète et tout ça, qui a une durée de vie. Alors, par contre, à un moment donné, elle a dit, moi, je suis très d'entendre ça, mais c'est un nouveau langage, de nous comprendre que la durabilité du béton. Hein, on ne sait pas la durée de vie du béton, au contraire. C'est 50, 70, 90 ans. Moi, je dis, en abusant peut-être un peu, que si tu fais une maison en béton, c'est pour la transmettre à tes enfants, mais pas à tes petits-enfants. Alors qu'en bois, tu peux transmettre, c'est bien construit, c'est bien construit sur des générations. La terre, c'est bien construit tout ça. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de voies là-dessus qui s'ouvrent et je pense que c'est interfacer les matières, bois, mycélium, terre, on va réussir à faire des choses avec des résultats différents. Si je commence à mettre dans des panneaux fibrés, je mets de la terre, je ne vais pas les mettre au plafond, c'est trop lourd. Enfin, il y a des caractéristiques. Et puis, il y a plein de trucs intéressants, mais en tout cas, le tanin, c'est impressionnant dans la terre. Ça. Ça serait pas pour les briques, ça serait pour le ton pas dit ça. Je sais que si je mets 2% de WAPA dedans, il y a assez d'extraction de WAPA pour ma quantité de briques dont j'ai besoin. Pour dire, j'ai pas besoin de des choses si je veux. Voir si je récupère.
Après, le sujet, c'est Parmi ce tanin mycélium. alors, dans les BTC, dans les bulles compressées, pas nécessairement, peut-être, hein, mais c'est possible, hein. Oui, si, oui, c'est possible aussi, hein. On a plusieurs voies, mais effectivement, le Graal, hein, c'est celui qui arrive à faire du béton de terre coulé ou des BTC sans chimie dedans. Pour moi, c'est le Graal, hein. C'est ça qu'on cherche. Parce que moi, je stabilise avec du ciment. Je suis ergo, c'est normal, je veux dire. Mais bon, ça m'ennuie pour des raisons environnementales, pour des raisons de coût. J'ai autant de coûts de ciment que de terre. La terre n'est pas très chère. Il faut la faire venir, c'est tout ça. On met 6 km de la carrière. Et de l'autre côté, moi, je pense que ça va agresser le support et que ça va affaiblir, diminuer la durée de vie des briques. C'est très pratique pour démarrer, c'est très pratique pour stabiliser à l'eau. Pour résistance mécanique, je pourrais m'en passer, mais pas pour tenir vis-à-vis de l'eau, hein, c'est clair. Je ne sais pas faire aujourd'hui. Les tanins, c'est une vraie piste, hein. Enfin, on avance comme bien. Pour moi, le ciment, ça attaque les supports. Quand on fait la rénovation dans le patrimoine, je répète ce qu'on dit, je connais rien. On va mettre de la chaux, moi je vais mettre du ciment. Le ciment, ça bousille tout, quoi. Effectivement, il y a encore beaucoup de pistes à explorer sur la recherche sur les éco-matériaux, dans le sein de Guyane. J'ai une question juste pour M. Brel. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté vos travaux sur le mycélium et quand est-ce que vous serez capable de le faire? Ah oui, c'est ça, la réponse est dans la deuxième partie de la question. C'est quand est-ce qu'on est capable de le faire? Là, on commence à installer le labo et on n'a pas commencé. On a récupéré des souches, 7 souches. Notre ambition, c'est aussi d'aller chercher après, de prendre un M2 ou doctorat après pour aller chercher les mycéliums amazoniens, quoi. Parce que là, on a récupéré la pleurote, les Noderva, machin, tout ça, qui vient d'ailleurs. On est déjà en relation avec des personnes du CNRS qui sont passées il n'y a pas longtemps, qui me de voir, je sais pas. Je ne les ai pas vus, moi. Mélanie Roy, c'est qui est. Je pense que Mélanie Roy, elle est venue? Ouais, Eddie Schiman, c'est les deux personnes qui travaillent sur les champignons et du CNRS, et très intéressés parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est mon labo, on va faire ce qu'on peut. On a des labos de test sur toi, on n'est pas équipé pour faire tout certain nombre de choses, mais par contre, nous, ce qui est facile à faire, c'est de faire des tests à échelle 1, par exemple. Nous, on a tout le matériel, on est industrie, et c'est facile, on a tout, voilà. On n'a pas les lenteurs administratives, pour aller acheter 10 kilos de machin, j'ai peut-être sur 80, je vois UT ou Vitoria, c'est compliqué, quoi. Puis le petit doigt, c'est compliqué, quoi. Nous, on a besoin de 10 tonnes de terre, je prends 10 tonnes de terre, besoin de ciment, enfin, c'est ce que je veux, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et là, on va pouvoir faire des échelles 1, puis là, ces collègues du CNRS, après, ils étaient intéressés par ce qu'on pouvait faire, expérimenter. Pour les industriels, c'est pas toujours simple, quoi. Pour le moment, au labo, on a un chercheur qui est accueilli d'une autre unité, qui est l'unité BioWeb à Montpellier. Eux, ils sont vraiment spécialistes des champignons. Donc, en fait, on a toute une collection de souches fongiques et européennes et tropicales qui est là-bas. Et nous, on a commencé à monter un labo de mycologie pour entretenir les cultures et puis pour avoir tous les petits champignons. Donc, c'est parce qu'on a cette personne-là de BioWeb qui est venue chez nous que c'est une nouvelle compétence en local qu'on n'avait pas avant. Avant, on faisait des essais soit non contrôlés, soit avec des souches classiques qu'on peut acheter, mais pas avec des souches VNS. On n'a pas envie de faire ça. C'est un premier pas. Donc, Géry va être bien impliqué avec Joachim. C'est sûr, intuitivement, vu le nombre d'essences d'arbres qu'il y a en Guyane, je ne dis pas que le nombre de champignons, c'est parallèle au nombre d'arbres. Enfin, vu la biodiversité qu'on a, on va forcément avoir des souches de champignons qui doivent être qui pour faire tout ce qu'on veut, quoi. Les champignons, on fait l'équivalent cuir pour faire des chaussures, on fait l'équivalent bacon pour manger, on a déjà fait des briquettes, pas nous, hein. Je dis la planète, hein. Pour des emballages, des chaises, c'est un nouveau règne presque à ça, le champignon, c'est extraordinaire. On ne valorise pas, quoi. Aujourd'hui, pas encore. Construction aussi. Ouais, On a Oxman qui travaille là-dessus. Il y a des chercheurs aussi, Oxman, qui travaillent sur le biomimétisme de manière générale en architecture et qui fait des recherches, pas pour demain, mais vraiment dans 100 ans, des choses qui ne sont pas applicables aujourd'hui, mais qui travaillent beaucoup sur les mycéliums et vraiment des parois qui se construisent seules, finalement, qui poussent.
Ah oui, transparence. 24 heures. C'est ça, c'est Effectivement, il y a plein de thématiques à développer. Et dès que vous êtes prêts de dégueuler, vous souhaitez intervenir, plaisir pour vous. Là, pour passer à YouTube. Je vais clôturer du coup ces belles interventions. Merci beaucoup à tous les intervenants. J'en profite pour partager un petit peu le calendrier 2025. Bon, je rajouterai un peu les belles affiches, donc vous aurez les pas belles infos. Le fond est là. Donc, au niveau rencontre entre professionnels, alors les dates sont pas encore figées, mais on parlera d'eau chaude solaire, on parlera tertiaire avec la stratégie des référentiels de décret, on parlera RTADOM aussi avec ses actualités, le contrôle réglementaire et les questions-réponses, et climatisation et différentes technologies, la formation et le monde des équipements solaires avec les panneaux, la clim, etc. Au niveau formation, alors on commence à caler les dates. En février, on parlera conception bioclimatique. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà en nous contactant. On a été lauréat de l'appel à projet de Valobat pour faire la formation sur le réemploi. Donc, on est en partenariat avec la Fédération Éco-Construire en métropole pour déployer ça sur le territoire de la Guyane. On va organiser des supports en début d'année. On va déployer ça en avril, mai et juin. Construire en Tartu, on vous en parlera en octobre. Et au final, toujours pas d'RTADOM, c'est tous les ans. Pour être sûr que tout le monde maîtrise le sujet. Voilà, donc. Conception chez toi, C'est bon. Et l'autre, là, à l'emploi, il y a un demi-jour, un demi-jour. Alors, parce que ça a été un appel à projet où nous avons demandé de construire plusieurs modules. Donc, on s'est calqué sur la métropole où ça va être 6 modules, dont 2 modules de demi-journée qu'on nous a demandé de dupliquer. Donc là, on fait un premier module qui s'appelle l'introduction. Donc là, on parle de la thématique de la réglementation, etc. Et une autre demi-journée qui nous demande à dupliquer sur un REX, retour d'expérience. Donc là, il y aura sûrement des expériences de métropole, de plateforme de réemploi, comment ça fonctionne chez eux. Et après, les 4 jours, donc on trouve les 2 demi-journées, encore plus le diagnostic, les différents métiers en lien avec le réemploi. En 2 fois 2 jours, on a suivi à ça, pour 4 jours de suite. Eux sont ceux qui peuvent le faire. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux. Je vais essayer. Je suis en réflexion encore là-dessus parce que je trouverais bien un artisan quand même. À voir. C'est pas encore décidé, ce sera sûrement en octobre. Et donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser autour du verre de l'amitié que je vous invite quelque part. Est-ce qu'en ligne, vous avez des questions? Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous inviter à boire un verre. Non? Eh bien, si c'est OK pour vous, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais clôturer la réunion et je vais servir les jus locaux.